Présidentielle du 21 mars au Congo-Brazzaville, les organisations de la société civile dénoncent des irrégularités dans l'organisation. Le scrutin risque d'être non transparent selon elles. Grogne des agents de santé en Afrique du Sud, ils s'insurgent contre une surexploitation dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais surtout d'être sous-payés. Et puis autre manifestation en France, des sages-femmes mobilisées devant le ministère de la Santé à Paris pour réclamer de meilleurs salaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au Congo-Brazzaville, deux organisations de la société civile ont dénoncé ce mercredi des irrégularités constatées dans l'organisation de l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Selon elles, le scrutin risque d'être biaisé et non transparent. Reportage. L'élection sera biaisée. Nous exprimons notre vive préoccupation au regard des irrégularités et autres violations de la loi constatées dans le processus de l'élection présidentielle. C'est ce qu'ont écrit dans un communiqué le Cercle des droits de l'homme et de développement CDHD et le Mouvement citoyen Ras-le-Bol, deux organisations de la société civile du Congo-Brazzaville. Il a été constaté que le processus de révision des listes électorales engagé n'a pas permis de mettre fin à certaines irrégularités. Force est de constater que ces listes sont identiques à celles datant de plusieurs décennies sans réel changement, dénoncent les deux ONG. Selon elles, cette situation n'est pas de nature à garantir une maîtrise effective du corps électoral. Elles affirment en outre qu'en prenant la décision de procéder au vote anticipé des agents de la force publique, le gouvernement n'a pas rassuré l'opinion sur le lieu de leur vote qui se fera soit dans les casernes, les camps ou encore dans les lieux habituels. La force publique votera le 17 mars et le reste de la population le 21 mars. Par ailleurs, les deux organisations accusent la majorité au pouvoir d'avoir commencé à organiser la campagne électorale alors qu'elle n'est pas encore officiellement lancée. Le scrutin va opposer le président sortant Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 36 ans et 6 autres candidats dont 2 anciens ministres, Mathias Nzon et Guy Brice Parfait Kolela, devenus de farouches opposants. En Côte d'Ivoire, l'ex-président et chef de l'opposition, Henri Konan Bédié, a appelé à voter aux élections législatives du 6 mars prochain. Il a lancé cet appel notamment pour les candidats de l'opposition afin d'éviter la consolidation d'un pouvoir absolu dans le pays. Dans un message lu à la presse à son domicile d'Abidjan, l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié a appelé ce mercredi à voter massivement aux élections législatives du 6 mars prochain. Un appel auquel il a associé l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, avec qui il est allié. Allons tous voter. Votons pour les candidats de l'opposition que le président Gbagbo et moi-même appelons solennellement toutes les filles, tous les fils de Côte d'Ivoire, épris de fraternité et de démocratie, à participer aux élections législatives du 6 mars. Nous devons donc prendre la majorité à l'Assemblée nationale pour, premièrement, équilibrer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires afin d'éviter la consolidation d'un pouvoir absolu dans notre pays. Et Laurent Gbagbo n'ont pas reconnu la réélection en octobre dernier du président Alassane Ouattara à un 3e mandat, mais ils ont néanmoins décidé de participer aux législatives. Leur parti, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Bédié, et le FPI, le Front populaire ivoirien de Gbagbo, ont formé une alliance en vue du scrutin. Pour rappel, l'ancien président Laurent Gbagbo vit en exil à Bruxelles depuis son acquittement de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale en 2019. Son retour en Côte d'Ivoire a été annoncé en décembre dernier, mais se fait attendre.
Autre information, le journaliste algérien Khaled Drareni, emprisonné pendant presque 1 an pour avoir couvert une manifestation du Irak et libéré il y a quelques jours, se dit déterminé à reprendre le métier de journaliste. La prison a renforcé son engagement pour la liberté de la presse, qu'il espère intouchable désormais. Le symbole de la liberté de la presse en Algérie, Khaled Drareni, se dit déterminé à reprendre le métier de journalisme et son combat pour la liberté de la presse. Incarcéré en mars 2020, l'ancien présentateur vedette est sorti de prison samedi soir à la suite de la grâce décrétée par le président Abdelmadjid Tebboune en faveur de détenus du Irak, le soulèvement populaire né en février 2019. Le journaliste s'est fait connaître en Algérie grâce à son passage de présentateur à la télévision privée, mais aussi pour son activisme sur les réseaux sociaux où il a partagé photos, slogans et déclarations en direct des défilés du Irak. Un journaliste ne mérite pas d'aller en prison. J'espère que je suis le dernier journaliste algérien qui entre en prison, plaide Khaled Drareni dans un entretien. Je ne sais faire que être journaliste. C'est la profession que j'exerce avec fierté et bonheur depuis 15 ans. Et je suis heureux de revenir à cette profession et de retrouver cette formidable profession. Et j'espère surtout que ma prison va contribuer à renforcer la liberté de la presse en Algérie, va en faire une liberté sacrée, intouchable, et j'espère que je suis le dernier journaliste algérien qui rentre en prison. Je pense que le combat de la liberté de la presse est un combat de tous les jours et dans tous les pays du monde. J'ai souvent pensé à tous les détenus et à tous les journalistes qui sont emprisonnés dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Il n'y a pas qu'en Algérie où on met des journalistes en prison. Je suis solidaire avec eux, de leurs familles, de leurs proches. Le combat pour la liberté de la presse doit être un combat universel et je suis prêt à mener ce combat en tant que journaliste algérien. À ce jour, sa liberté n'est que provisoire, puisque ce pourvoi en cassation qu'il a introduit sera examiné ce jeudi par la Cour suprême. Malgré la libération récente d'une 50aine de détenus d'opinion, une 30aine de personnes sont toujours en prison pour des faits liés au Irak et ou aux libertés individuelles, selon le Comité national pour la libération des détenus. Je le disais en titre, les professionnels en santé montent de plus en plus le ton en Afrique du Sud. Ils disent être sous-payés alors qu'ils sont surexploités pour faire front au nouveau coronavirus. Les détails. C'est devant l'hôpital de Johannesburg qu'ils se sont donné rendez-vous. Champ de lutte sud-africain contre l'apartheid, un moyen peut-être de dénoncer une certaine discrimination dans le traitement salarial, malgré leur dévouement dans la lutte contre le nouveau coronavirus. En ce moment, on nous appelle les frontliners, ce qui signifie que nous sommes en première ligne de la pandémie pour attraper ce virus que la COVID-19 nous lance. Il est donc très important que nous soyons également considérés comme des êtres humains. On ne dit pas qu'il faut nous donner quoi que ce soit du fonds Covid. On dit qu'il faut nous payer ce qui nous est dû. Most of the government officials, they have a big stomach like this. La plupart des officiels du gouvernement meurent de suralimentation. Dans ce pays, les gens meurent de suralimentation alors que la majorité de notre peuple meurt de faim. Who are dying of overeating, while majority of our people are dying of hunger. Mr. Ramaphosa, your slogan is Tumamina. Monsieur Ramaphosa, votre slogan est Tumamina, envoyez-moi. Nous vous envoyons aujourd'hui en tant que fonctionnaire pour dire au ministre des Finances, veuillez allouer un budget qui permettra de payer les fonctionnaires. C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui. La manifestation s'est tenue à un moment où le ministre des Finances sud-africain était attendu pour présenter un plan pour relever le pays. Autre manifestation d'agents de santé, les sages-femmes sont en grève en France. Elles dénoncent leurs conditions de vie et de travail qu'elles souhaitent voir améliorées. Elles étaient devant le ministère de la Santé ce mercredi à Paris. Reportage. C'est un mot d'ordre de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, l'ONSSF. L'organisation a été reçue au ministère par visioconférence. Devant le ministère, quelques sages-femmes se sont mobilisées pour donner de la voix. Augmentation des salaires. Augmentation des salaires, c'est entre autres revendications de la plateforme.
On se le dit au quotidien parce que l'obstétrique c'est l'art de l'imprévu, c'est-à-dire que les femmes elles accouchent le week-end, elles accouchent pendant les vacances, elles accouchent le jour, la nuit, et que ça on peut pas nécessairement le prévoir, et que quand on se retrouve avec une salle de naissance, avec 9 salles de naissance toutes occupées, que toutes les sages-femmes sont occupées dans les salles de naissance, dans quelle mesure on met nos patientes en sécurité, dans quelle mesure on respecte la sécurité des soins. De se dire qu'on est une profession médicale, qui a besoin de moyens, qui a besoin de reconnaissance et qui a besoin de visibilité. Elles espèrent que les discussions avec l'organisation syndicale aboutiront à la prise en compte de leurs revendications. Et puis la police espagnole a annoncé mercredi l'arrestation aux Canaries de 14 passeurs ayant transporté des centaines de migrants vers l'archipel espagnol, dont 3 sont morts dans la traversée, parmi lesquels un enfant de 9 ans. Âgés de 19 à 45 ans, ces passeurs, une femme et 13 hommes, ont été identifiés par les migrants comme les organisateurs des traversées et les personnes chargées de conduire les embarcations de fortune dans lesquels sont arrivés ces migrants en décembre et en janvier, a expliqué la police dans son communiqué. Ces passeurs sont de nationalité marocaine, malienne, gambienne, mauritanienne et guinéenne. Ils ont transporté au total 237 personnes, dont 26 mineurs, sans aucune mesure de sécurité, sans gilet de sauvetage, nourriture ou boisson, a souligné la police. En raison des conditions sordides des traversées, 3 personnes sont mortes, dont un enfant de 9 ans, dont le corps fut jeté par-dessus bord en pleine mer. Une fois sauvé, sa mère a essayé de mettre fin à ses jours en se jetant à la mer et a dû être transportée vers un hôpital en état de choc. Ces passeurs facturaient la traversée des côtes africaines aux Canaries entre 2000 et 2500 €. Ils sont accusés d'avoir favorisé l'immigration illégale, tandis que 6 d'entre eux, impliqués dans les traversées où sont morts des migrants, sont également accusés d'homicide involontaire. 3 des passeurs sont en outre accusés d'appartenance à une organisation criminelle. La justice a ordonné l'incarcération de 13 d'entre eux. En 2020, 23 023 migrants sont arrivés sur l'archipel des Canaries, soit 8 fois plus que les 2687 personnes enregistrées l'année précédente, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.